Ariom Tatsat. L'être humain idéal n'existe pas. Quoi que nous fassions, nous ne serons jamais la mère idéale, le père idéal, la femme idéale, le mari idéal, l'amante idéale, l'ami idéal, l'amant idéal, le frère idéal, la sœur idéale. La perfection, c'est du domaine du fantasme. Cela n'existe pas. Celles et ceux qui ont des enfants, qui sont parents, pour la majorité d'entre eux, se sentent responsables de l'éducation des enfants et essayent, comme ça n'est pas livré avec le mode d'emploi, d'être papa, d'être maman, comme ça n'est pas livré avec le mode d'emploi, tout d'un coup, du fait de se sentir responsable de ce bébé quand il naît, vont parfois avoir tendance à croire qu'il leur faut être quand même malgré tout une maman idéale, un papa idéal, une femme idéale, un mari idéal, tout en sachant que c'est pas possible. Tout le monde le sait. Mais quand même, le fait de devenir responsable, de se sentir responsable de l'éducation d'un enfant lorsqu'on devient parent, nous amène face à ça. Comment je peux être le top du top pour mon enfant? Alors que mon enfant a 2 ans et demi, que quand je rentre du travail, je suis épuisée, je suis fatiguée, que j'ai pas une vie non plus idéale, apaisante et où tout est fantastique, et bien des fois je suis épuisée et je me mets à crier parce que je n'en peux plus, parce que c'est trop dur, nerveusement parlant. Mes nerfs sont fatigués. Je, je m'énerve après le papa de ma fille parce que il l'amène à trop regarder la télé, il lui donne du saucisson. C'est le sujet du mail que j'ai reçu. Et il y a derrière vos mots un mélange de je sais bien que c'est impossible que je sois la femme parfaite, la mère parfaite. Je suis consciente que c'est difficile d'être maman. Et je suis consciente que j'ai des réactions que j'aimerais ne pas avoir vis-à-vis de mon enfant, vis-à-vis du papa. Et vis-à-vis du papa, je me sens coincée entre ma responsabilité de maman qui doit protéger son enfant et en même temps, j'ai pas envie de rentrer en guerre contre son papa, mais du coup, je m'énerve quand même parce que il a un comportement avec l'enfant que je ne souhaite pas, qui ne fait pas partie de mon éducation rêvée de mon enfant, de notre enfant. Donc, je vais lire votre mail à présent pour prendre vos mots, recevoir vos mots, les, les entendre. Pour reprendre vos mots, hmm, pourriez-vous donner des conseils, ou plutôt comment percevoir la vie avec des enfants dont on est responsable? Alors déjà, connaissez certainement ce merveilleux poème. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Vous me parlez de votre fille, vous essayez de faire au mieux, vous dites j'essaie de faire au mieux, mais bien évidemment, personne n'est parfait et j'ai parfois du mal à garder mon calme, car ma fille a 2 ans et demi et c'est une période critique pour les nerfs. En plus, je ne peux pas m'empêcher de critiquer son père qui lui laisse trop regarder la télé ou lui donne trop de saucissons.
J'accepte mes colères, j'essaie de trouver des techniques pour ne pas trop crier, râler, mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour le développement psychique de ma fille, connaissant bien l'impact des premières années sur la santé physique et mentale des personnes. Tout éclaircissement, conseil, expérience de votre part me serait bien utile pour élever ma fille. Oh, je reviendrai sur la dernière partie tout en sortant du samsara. Oubliez ça. Oubliez cette notion sortie du samsara. Continuez de suivre les vidéos, je serai amenée à reparler du samsara. Mais le mental égo-je pense que vous avez dû voir mes dernières vidéos, d'un autre mail où la personne parlait aussi de sortie du samsara. Et c'est un mental égo-je qui veut sortir du samsara, ça n'est pas possible. Donc oubliez ce concept qui vient encore alourdir votre barque. Ça ne peut pas être ce qui motive la réalisation de notre véritable nature. La sortie du samsara. Réalisons déjà notre véritable nature, qui nous sommes. Qu'enfin soit vue la non-existence réelle de cette séparation entre qui je suis et la vie, Dieu, la vie, conscience énergie de vie, que je suis. C'est-à-dire dans ce cas-là, il y a plus du tout tentative d'être la meilleure maman du monde ou la meilleure femme du monde. Votre véritable roue de naissance, puisque vous me dites qu'on s'est rencontrés, excusez-moi, je m'en souviens pas, une visio, il y a 2 ans, lorsque vous avez eu votre fille. Ne cherchez pas à être la meilleure maman du monde. Impossible. Vous n'y arriverez pas. Personne n'y arrivera. Hein, c'est pas lié à vous. C'est impossible. Parce que la meilleure maman du monde, vous ne savez pas quelle est la meilleure maman du monde pour votre fille. Et nous ne venons pas sur Terre, nous ne sommes pas là pour vivre, comment ça s'appelle, ce lieu où on va en vacances, en super vacances, les vacances de rêve, tout est organisé, les voyages organisés, le Club Med. C'est pas le Club Med. Donc on vient pas pour vivre du rêve sur Terre, même si certains, bien sûr, vont avoir une vie en apparence de rêve, vont avoir en apparence tout ce qui va sembler manquer à la majorité des êtres humains. Mais est-ce pour autant qu'ils vont réaliser leur véritable nature? Hmm. Donc, la première étape, pour vous, c'est pas de chercher à être les meilleures mamans du monde, la meilleure épouse du monde, c'est d'être qui vous êtes. Manifestation de Dieu. Une manifestation unique que nous voyons au niveau de la roue de naissance. Mais j'insiste, ne me demandez pas de lire votre roue de naissance en étant encore quelqu'un. Le quelqu'un ne va pas pouvoir utiliser les vibrations des mythes, des archétypes. Jung avait raison. Un mental humain traversé par la puissance d'un archétype, il grille. Vous allez finir en hôpital psychiatrique, donc, et que ce soit vous ou n'importe qui d'autre. Donc c'est impossible. Donc il faut déjà avoir réalisé qu'il n'est que cela pour vibrer sur le plan vraiment de cela, en termes de vibration, de conscience. Donc aspirez à vous pousser, réaliser que vous n'avez pas d'âge, que vous n'êtes pas né, que vous n'allez pas mourir. Et la vision, la relation à votre fille, à votre au compagnon ou mari, je ne sais pas, compagnon, le papa de votre fille, seront différentes. Vous allez déjà réaliser que même si elle a un corps là d'enfant de 2 ans et demi, même si vous l'appelez votre enfant,
même si elle est née de l'union de vous en tant que Shakti avec votre compagnon, avec son père en tant que Shiva, elle représente à elle seule la création, née de l'amour. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre enfant de plus précieux que l'amour? Et l'amour, lorsque j'utilise ce terme, moi j'ai tout de suite l'image de Kali en Inde, qui est une très 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 ancienne déesse en Inde. L'amour est ce qui libère, pas ce qui enchaîne. Souvent entre hommes, femmes, parents, amis, l'amour qui est donné est un amour qui enchaîne, un amour qui croit venir combler les manques de l'autre. Oh ben, je vais te dire exactement ce que tu as besoin d'entendre, et comme ça tu me rendras en retour, c'est du marchandage. L'amour qui libère provient non pas d'un jugement, pas d'une peur, pas d'une peur, qu'est-ce que ma fille va devenir, je m'inquiète pour son développement psychique. Dès l'instant que votre base est le cœur, l'amour, et je ne sais pas si vous voyez ce qu'est la représentation de Kali, Kali est amour. Elle va libérer Shiva. Elle joue le même rôle que Ganesh. Ce sont deux consciences énergie extrêmement puissantes qui nous libèrent, qui libèrent l'esprit des croyances, des concepts, des limitations qui vont être terrifiantes pour le mental, pour l'ego, surtout Kali, qui a une représentation qui peut faire peur. Elle va libérer les démons. Non, non, enfin dans le sens de elle vous libère de vos démons, du mental, des concepts, des croyances. Elle, elle, elle participe à l'union ultime de Shiva Shakti en nous-mêmes. Cette union mystique intérieure, ce mariage mystique intérieur. L'amour libère. Mais ça n'est pas un amour euh, de bisounours. Ce n'est pas l'amour qu'on trouve dans les magazines, je ne connais pas les noms des magazines actuels, Femmes actuelles ou je ne sais quoi, voici comment élever votre enfant, comment ne pas être en colère, comment faire ci, comment faire ça. C'est très très bien que vous utilisiez des techniques, des pratiques. Vous essayez de ne pas trop crier, de ne pas trop râler, mais parfois, c'est, ça dépend d'où part la colère, d'où part la révolte. Donc pour revenir à voir votre enfant, je crois que c'est Khalil Gibran hein, qui a écrit un merveilleux poème, je ne m'en souviens que vaguement, Vos enfants ne sont pas vos enfants. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Il porte le nom d'enfant parce que dans le vocabulaire, vous avez donné naissance à cet enfant, vous êtes sa maman, il est son enfant. Il faut bien le désigner. Mais vous parlez d'éducation. Vous me demandez si j'ai un partage à faire.
Vous me parlez de sagesse au départ. Je ne suis pas sage. Je vous partage ce qui se vit en ma conscience, énergie de vie. Tant mieux si ça vous parle. Et je peux vous partager en tant que maman, puisque bah, je suis maman de 2 enfants, mais ça n'est que ma propre expérience, mon propre vécu. Parce que je me souviens de mémoire lorsque je n'avais que quelques mois, de ma mère qui me longeait, et qu'intérieurement, je n'avais pas la possibilité d'exprimer ce que je vivais, mais qu'intérieurement, je n'avais pas quelques mois. Je ne sais pas quel âge j'avais, 7, 8, 9 mois, je ne sais pas. Je sais que nos enfants, et ça je l'ai su avec mes enfants, du coup par expérience, nos enfants ne se vivent pas de la même manière intérieurement que nous les voyons. Vous la voyez avoir 2 ans et demi à l'heure actuelle. Mais même si elle utilise un vocabulaire, votre fille, d'un enfant de 2 ans et demi, intérieurement, elle se vit certainement totalement différemment qu'une petite fille de 2 ans et demi. Et ça ne veut pas dire qu'elle sera forcément capable de l'exprimer en mots. Peut-être, si vous l'invitez à partager, à parler, à témoigner. Mais peut-être qu'elle parlera comme une enfant de 2 ans et demi. Ça va dépendre de l'éveil de la conscience, énergie en elle. Mais en tout cas, pour moi, il est clair que un enfant n'est pas un enfant. Même si pour la majorité des enfants, ils sont dans un état encore d'endormissement, d'oubli. Mais certains non. Et vous ne savez pas où en est votre fille. Mais l'invitation est de ne pas la considérer comme une enfant. Pas non plus de la considérer comme une adulte, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais de ne pas la limiter à 2 ans et demi. Et vous allez découvrir, au fur et à mesure des années passant, que c'est vous qui croyez faire son éducation, mais qu'en fait, elle vous aide, elle est votre maître. Nos enfants sont vraiment de grands, grands maîtres pour nous, parents. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant que parents? Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu avec mes enfants, d'être des tuteurs, comme pour les plantes, hein. Permettre à la plante unique que chacun d'eux est, de se déployer dans sa plus belle expression d'elle-même totalement. Que l'accompagnement que nous leur portons, l'attention que nous leur portons, permettent que leur véritable nature se déploie à travers l'être unique qu'ils sont. Donc moi, je me suis considérée comme un tuteur pour mes enfants. Et dès le départ, en fait, quand ils ont grandi, leur papa et moi, on avait des pratiques à l'époque vraiment méditatives, mantriques. Le yoga était au cœur de notre vie à tous les deux. Nos enfants ne le savaient pas. Parce que nous ne souhaitions pas, ni leur papa ni moi, nous ne souhaitions pas, d'un commun accord, leur imposer une certaine vision de la vie. Nous ne souhaitions pas les retirer de l'école, même si pour nous, l'école publique est très très loin d'être le nec plus ultra. Nous souhaitions qu'ils soient capables d'être dans le monde, d'avoir vécu vraiment dans le monde dans lequel ils allaient vivre complètement.
en les accompagnant parallèlement. Et chacun d'eux, nous avons deux enfants, ont eu besoin de deux accompagnements, mais alors complètement différents. Et sont deux êtres, je dirais, complémentaires. Nous avons un garçon et une fille qui sont à la fois différents et ouais, complémentaires, mais différents dans l'expression, différents dans la sensation, différents dans leur manifestation. Mais ce sont deux magnifiques êtres. Mais ils l'étaient indépendamment de nous en tant que parents. Et c'est cela qui est essentiel, c'est de reconnaître l'être unique qu'est votre fille, sans savoir quel va être son destin, sa destinée. Ça la regarde elle, ça ne vous regarde pas vous. Ça ne regarde que votre fille. Vous n'en savez rien. Par contre, si vous êtes avec elle, à ses côtés, pour la protéger, le temps de sa croissance, comme on va protéger une plante, là il a fait très très froid, ben on va protéger les plantes du gel. On va leur apporter la nourriture. Parfois, il faut ramener de l'engrais. Parfois, les pousser du soleil. Parfois, les remettre au soleil. Bien évidemment, nous avons ce qu'on va appeler l'éducation. Et votre façon d'éduquer votre enfant sera différente de la façon dont j'ai éduqué mes enfants. Et il n'y a pas de meilleure façon. Le terreau idéal, c'est l'amour. Pas un amour gnangnan, pas un amour qui ne va oser rien dire parce que mon Dieu, faut pas crier, faut pas râler. Parfois, ben, il y a le rêve des enfants, de l'éducation des enfants. Moi, j'avais ça quand j'étais jeune, parce que j'ai pas eu la chance d'avoir une maman. J'étais plutôt la maman de ma maman. Donc, j'avais aucun critère de référence. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est qu'être une maman. Le papa, mon père n'étant pas là, qu'est-ce qu'être parent? Aucune idée, aucune référence et pas de mode d'emploi quand on devient maman. Donc, j'étais terrorisée. Mais ça s'est fait naturellement. Moi, c'en était, vous voyez, quelque chose qui me revient. Notre enfant, le premier à naître, est un garçon. Ça a été un garçon. Et ça me terrorisait d'autant plus que, comme j'étais une fille, j'avais l'impression que j'avais, mais alors, aucune connaissance du monde des garçons. Fille unique, pas de frère, aucune connaissance du monde des hommes, ayant vécu avec une maman qui n'était pas une maman, qui était une petite fille. Comment est-ce qu'on fait pour élever un garçon? Et ça a été source d'angoisse pour moi, de questionnement. Et c'est le premier enfant, je m'interrogeais, mais comment je vais pouvoir lui dire tu? Tellement j'avais la sensation que c'était un être qui venait, que je ne savais pas si je le connaissais, comme si j'allais accueillir dans notre maison tout d'un coup un être où il allait falloir que j'en sois la plus proche possible alors que je ne le connaissais pas. Et pourtant, pendant toute la grossesse, j'étais extrêmement proche de cet être, très proche. Mais en même temps, je l'ai tout de suite perçu comme un être, une conscience de vie qui n'était pas mon enfant. Et je me demandais comment j'allais pouvoir passer de cette relation avec un être, je monte mon ventre qui était assez conséquent, avec cet être, de cette relation intime, d'échanges profonds, d'expériences, pour moi en tant que femme, euh, incroyable, avec un bébé qui allait être là, mais qui était cet être. Et je ne savais pas comment ça allait se vivre, ce décalage. Et ça s'est vécu on ne peut plus naturellement. Parce qu'en fait, quand l'être naît et qu'il y a un enfant, oui,
C'est un être unique, mais c'est aussi un enfant. Et nous avons non pas à protéger l'être unique qu'il est, à protéger l'enfant pour que l'être unique qu'il est puisse, au fur et à mesure de sa croissance, se manifester. Donc ne pas contrarier l'être unique qu'il est, le reconnaître, mais aussi complètement être en tant que maman, ce qui pour moi était l'angoisse, comment je vais pouvoir être avec un enfant, j'ai pas une maman qui s'est occupée de moi. Maman m'a abandonnée, j'avais 3 mois. Comment je vais pouvoir être une maman? Mais ça s'est fait naturellement, parce qu'il y avait ce bébé. Tout d'un coup, l'être unique avec lequel j'étais en relation dans le ventre, dans mon ventre, quand il était dans mon ventre, pendant la grossesse, avait pris corps. Vraiment. C'était un enfant. Il était né au monde. Et j'étais là pour protéger cet enfant, permettre qu'il grandisse, mais que surtout, c'est là où je parle de tuteur, que qui il est, avec qui il est et avec qui j'étais en relation pendant la grossesse, puisse un jour se manifester pleinement. C'est pour ça que, avec leur papa, euh, puisque j'ai 2 enfants, nous n'avons pas voulu les imprégner de nos croyances en Dieu, en une certaine forme de Dieu, une certaine vision de la vie divine, la pratique du yoga, répétition de mantras, la vision du samsara, la vie après la mort, la réincarnation, qu'est-ce qu'une âme? Tout ce qui était à l'époque une certaine vision que j'avais et que leur papa avait aussi, bien sûr. De sorte que s'il voulait croire en un Dieu qui n'est pas dans la même vision que nous, ils puissent être complètement libres d'y croire. De sorte que lorsqu'ils grandiraient et qu'ils auraient des questions, qu'ils puissent être ouverts à d'autres formes de croyances, ou ne pas croire, que ça ne soit pas un poids. Alors ça a bougé parce que ma maman, leur grand-mère, souffrait de grands déséquilibres psychiques. On parlait de déséquilibres psychiques. Euh, Depuis sa jeunesse. Et donc, c'est elle qui a amené à ce qu'on soit obligé de parler à nos enfants parce que, elle a partagé à notre fille quelque chose qui, alors qu'elle avait 4 ans, qui la terrorisait. Et donc, il a fallu que nous en parlions à ce moment-là. Et donc, la vie spirituelle est rentrée dans leur vie, en fait, notre vie spirituelle, notre vision de la vie est rentrée dans leur vie, alors que notre fille devait avoir 4 ans, 4 ans et demi. Et donc, notre fils, 7 ans et demi, à peu près. Mais nous en aurions, euh, je dirais, pas interdit l'accès, mais attendu que les questions viennent d'eux en leur temps, lorsqu'ils l'auraient senti, qu'on puisse échanger sur différents sujets. Ça s'est précipité, la vie l'a précipité, c'est ainsi. Donc là encore, je ne vous dis pas que si vous priez, vous avez une vision de Dieu qu'il faut pas en parler. Chacun fait comme il le sent, comme il le vit. Je leur ai toujours dit que s'ils voulaient ne pas croire, qu'ils ne croient pas, s'ils voulaient euh, suivre la voie islamiste, qu'ils suivent cette voie, s'ils voulaient suivre la voie juive, qu'ils suivent cette voie, s'ils voulaient suivre la voie chrétienne, qu'ils suivent cette voie, s'ils voulaient ne pas croire, qu'ils ne croient pas, que s'ils voulaient, pareil au niveau de la sexualité, aimer en tant qu'homme, aimer un homme, il n'y a aucun problème. En tant que femme, être avec une femme, il n'y a aucun problème. Être les deux, il n'y a aucun problème. Que tout était possible, que tout leur était possible, qu'ils ne créent pas de frein par rapport à ce qu'ils pensaient être notre propre vision à nous, de notre propre vie à nous, en tant que maman, en tant que papa.
parce qu'ils sont différents et uniques, et que l'essentiel, et ça on l'aura rapidement dit, est qu'ils se manifestent eux, qu'ils se trouvent eux, et que nous étions là pour les accompagner dans cette découverte, dans cette révélation d'eux-mêmes. Et c'est ce que nous poursuivons alors qu'ils sont grands. Euh, et ils le savent que nous sommes là, non pas pour interdire, non pas pour dire ce qu'il faut pas, mais être là lorsqu'ils ont besoin et les accompagner sur tous les niveaux, à tous les plans. Là où eux nous autorisent à les accompagner pour la plus grande manifestation d'eux-mêmes. Mais c'est pas une voie simple, parce que parfois vous aurez la vision qu'il est important de protéger votre fille, et votre fille ne verra pas forcément qu'elle avait besoin d'être protégée à ce moment-là, et pourra vivre comme une intrusion dans sa vie personnelle, dans qui elle est, dans ce qu'elle croit, parce qu'elle ne voit pas le danger de ce qu'elle est en train de vivre dans ses relations. Donc il n'y aura pas de maman idéale, même en posant l'acte juste d'amour. Sachez qu'il n'y aura pas de reconnaissance. Il y en aura peut-être, je vous le souhaite ou pas, mais n'œuvrez pas pour une reconnaissance de vos enfants. Que vos enfants soient libres de couper les ponts. De toute façon, c'est ce qu'ils font dans ce qu'on appelle les crises d'adolescence. C'est-à-dire que quoi que vous ayez pu faire ou dire ou ne pas faire ou ne pas dire au moment de la crise d'adolescence, et c'est indispensable qu'ils la fassent, quoi que vous ayez fait ou pas fait, euh, vous découvrirez que ça n'était pas ce qu'ils attendaient, ça pourra vous être reproché, ça créera cette crise de rejet de papa et de maman à un moment pour que eux-mêmes puissent naître à être un homme, une femme. Donc effectivement, vous avez raison de ne pas chercher à être la maman idéale. Vous n'êtes pas responsable de qui ils le sont déjà. Là où nous pouvons intervenir en tant que parents, c'est créer le cadre, le terreau idéal pour que leur être se manifeste, puisse se manifester, sachant que qui ils manifesteront ira peut-être complètement à l'opposé de vos croyances, de vos attentes, de vos fantasmes, de vos rêves. Donc en fait, c'est vous que vous devez éduquer à être la plus ouverte à accepter l'être magnifique que votre fille va déployer, sachant que cet être ne correspondra peut-être pas du tout à qui vous êtes, à vos attentes, vos croyances, vos valeurs. Et donc, c'est en cela que nos enfants sont aussi nos plus grands maîtres. Parce que dès le départ, dès l'arrivée d'un enfant, à moins de ne rien vouloir changer à sa vie, les enfants sont nos maîtres pour mettre à bas l'ego. Nous ne sommes plus au cœur de notre vie. Ils passent au cœur de notre vie parce que justement, un bébé, au départ, est très fragile et a besoin d'être protégé. Comme vous dites, je me sens responsable de la responsabilité de le protéger, de permettre qu'il puisse se développer par l'amour, sachant que l'amour peut aussi s'exprimer, par exemple, vous parlez du papa, où vous empêchez pas de le critiquer. Bah, plutôt que de critiquer, parlez, dites. Une conversation en dehors de votre fille avec le papa.
si ça ne vous convient pas. Je ne supporte pas que tu la laisses trop regarder la télé. Je ne suis pas d'accord que tu lui donnes trop de saucissons. Nous sommes deux à l'éduquer, donc il faut qu'on trouve une éducation qui me convienne. Voilà, moi, comme je sens les choses, comme je souhaite qu'elle soit, qu'elle vive, que notre fille puisse vivre, grandir. Ou alors, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Trouvons ensemble une manière de vivre ensemble avec la télé ou avec l'ordinateur, avec le saucisson ou sans saucisson, ce qui fait qu'il n'y a plus de critique. Ou c'est dit ouvertement, ça ne me va pas. Il faut qu'on trouve une solution. C'est ça aussi l'amour. Et c'est là où vous allez vous sentir la protéger. Parce que sinon, vous vous sentez pas bien, parce qu'en même temps, vous êtes en train d'essayer de protéger votre couple avec le papa, certainement à pas vouloir avoir envie d'aller jusqu'à une crise et à élever votre fille toute seule. Et donc, on va faire des concessions. Mais des concessions qui peuvent être difficiles parce qu'on se dit, oh là, ça ne va pas pour ma fille. Or, en tant que maman, je dois la protéger. C'est mon devoir de protéger cet enfant et je ne la protège pas déjà par rapport au papa à certaines attitudes qui ne me conviennent pas. Donc, il faut tout simplement parler avec le papa et prendre la décision d'arrêter de critiquer. Parler, d'arrêter de râler. Râler, c'est tout ce qui n'est pas dit et qui sort. C'est une manière de le dire, mais qui n'est pas juste, qui n'est pas, bon, là, on fait une pause, ça ne va pas. Donc on peut être ferme, on peut même crier, ça ne va pas, on arrête. Viens chérie, on va discuter, il y en a marre du saucisson, il y en a marre de la télé, faut qu'on trouve quelque chose. Et une fois que c'est mis en place, le couple va aussi beaucoup mieux, parce qu'il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de sensation certainement pour lui de se sentir critiqué sans forcément comprendre pourquoi, de vous entendre aller, que du coup la vie de famille devienne difficile pour tout le monde. Mais j'insiste, j'ai pas de solution. C'est du vécu que je vous partage. Voilà, au niveau de la vie quotidienne. Mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour le développement psychique de ma fille. Donc je ne sais pas jusqu'où vont vos colères, vos cris, vos hurlements, mais effectivement, si là vous en êtes à vous inquiéter du développement psychique de votre fille, je ne sais pas quelle est votre vie, mais dans ce cas-là, il faut peut-être effectivement vous faire aider. Et ça, c'est pas du tout de mon domaine. Si on est dans des crises, je ne sais pas, d'hystérie, il faut faire quelque chose. Et il va falloir parler, il va falloir remettre en cause euh, ce qui ne vous convient pas, qui vous amène à des excès dans ce cas-là. Mais sinon, vous inquiétez pas pour le développement psychique de votre fille. Parlez de l'impact des premières années sur la santé physique et mentale des personnes. Oui, si elles veulent être limitées à ça. Mais on n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'être coincé par les premières années de vie physique, mentale, que vous avez eues, émotionnelle. Pff, et là encore, je vous parle en expérience. Hmm. Ça, c'est toutes les croyances mentales. Mais effectivement, si vous croyez à tout ça, il faut, dans ce cas-là, je sais pas, voir des thérapeutes, voir un psy, voir un psychiatre, voir avec le pédiatre, voir tout ça. Mais ça, c'est pas mon domaine du tout. Je ne crois pas que nous soyons déterminés par les premières années. Ça a un impact, bien sûr.
Mais cet impact n'est pas forcément négatif, même si le contexte de vie physique et psychique et émotionnel a été rude. C'est la résilience, hein. Dans la roue de naissance, c'est le RN9, la zone éboulée. On a tous une zone éboulée. Vous n'éviterez pas à votre fille d'avoir une zone éboulée autour de 7 ans. C'est dans tous les schémas, dans tous les scripts. C'est notre fêlure. Et nous ne sommes pas obligés de passer après toute la vie à essayer de réparer cette zone éboulée. Cette zone éboulée, ce RN9, ce rayon 9 de la roue de naissance, est éboulé. Et il est éboulé dès que votre fille est née. Après, les circonstances vont se mettre en place. Où on dira, ah bah oui, c'est parce que maman, parce que papa, parce que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça avec des amis, ou vous ne pourrez pas l'éviter. Les circonstances, après, se manifestent. Le script est déjà écrit. Mais soit vous vivez votre vie en tant que personnage Antigone, maman de la petite fille qui a 2 ans et demi, qui, euh, qui est difficile, c'est dur pour les nerfs de la maman qui a des soucis de nerfs parce que trop de travail, trop de fatigue, trop de stress, difficulté avec le papa, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'avait pas réalisé qu'au niveau de l'éducation, on ne voyait pas les choses de la même manière. Du coup, je suis en ébullition permanente parce que je me sens responsable et au secours. Soit vous vivez enfermé dans ce script-là, soit vous-même, vous réalisez que c'est le script du personnage et vous réalisez votre véritable nature. Alors, vous allez vous-même vibrer autrement. Voir votre enfant d'une autre manière, c'est ce que j'ai tenté de vous partager. D'être déjà cette conscience de vie unique et d'être uniquement là pour permettre que sa conscience de vie unique puisse se déployer et accepter d'être enseigné par ce grand maître que sont nos enfants, qui vont nous renvoyer des tas de zones, de choses non réglées en nous, déjà commencer par nous défocaliser de notre ego-jeu. Parce que lorsque l'enfant arrive dans la famille, la vie est chamboulée. Et nous arrêtons de ne penser qu'à nous. Toute notre vie est transformée. Donc c'est un enseignement magistral de non-égotisme, donc de sortir de la bulle égotique, si vous acceptez déjà ce premier enseignement de l'enfant, et puis d'autres. Par exemple, qui va révéler que je suis fragile des nerfs, qui va révéler que la relation à son papa est pas si simple que ça. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Elle est en train de vous enseigner, votre fille. Elle est en train de vous ramener aussi la nourriture. Vous parlez de saucisson, de télévision. Et vous allez apprendre au fur et à mesure parce que c'est pas livré avec le mode d'emploi. Le bébé, il n'est pas livré avec le mode d'emploi. Être maman, c'est pas livré avec le mode d'emploi. Donc vous apprenez, vous faites des erreurs, vous testez, vous voyez. Et comme vous êtes deux, qui a un papa, eh bien ça se vit à deux. Ça s'échange, ça se partage. Et parfois, on n'a pas du tout la même vision. Donc l'enfant amène à des prises de conscience, à voir et à relâcher tout ça. Et à essayer, bien évidemment, au niveau humain, de vivre au mieux. Mais au niveau humain, la perfection n'existe pas et parfois le mieux est impossible. Mais l'amour est toujours possible, est toujours là. Et c'est l'amour qui vous fera aussi être capable de prendre des décisions justes. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura éclairci. Donc, vous parlez
Tout éclaircissement, conseil ou expérience de votre part me serait bien utile pour élever ma fille tout en sortant du samsara. Donc, comme je vous disais, oubliez la sortie du samsara pour l'instant. Aspirez, acceptez, réalisez votre véritable nature. Et en attendant, ben, si ce que je vous partage vous aide, j'en suis ravie. Mais si vous êtes coincé à être quelqu'un, alors effectivement, trouvez d'autres techniques, trouvez des thérapeutes, consultez, je sais pas, un psychologue même pour votre couple qui aide les 2 à dialoguer si la discussion n'est pas possible, partagez avec le pédiatre, exprimez. Mais mon invitation est bien plus large que cela, bien évidemment. Même si, bah, parfois, bah, il faut aussi, utiliser des techniques dans le quotidien, hein. Merci de vos questions. N'hésitez pas, si je ne suis pas claire, si ça ne vous parle pas, si vous avez d'autres questions, mmh, elles sont bienvenues. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Tout est cela. Tatouamazi, tu l'es toi aussi. Votre fille l'est aussi. Votre compagnon, époux, le papa l'est aussi. Et même le saucisson. Arium tatsat.